Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de présentation de l'offre de produits Audacia, avec un focus aujourd'hui sur notre offre immobilière et en particulier donc sur Audacia Élévation, fonds dédié au financement de co-living en France. Et nous avons la joie d'accueillir à nos côtés nos deux gérants immobiliers que sont Joseph-Marie Absil et Florence Delaferrière, qui vont vous présenter notre offre après une rapide introduction sur Audacia. Donc, Audacia est une société de gestion 100% indépendante, créée en 2006 par Charles Becbédé et qui, depuis ses débuts, s'est attachée à innover dans la structuration pour proposer des solutions de financement aux entreprises, aux entrepreneurs en général, avec un biais orienté vers le capital développement depuis nos débuts, et puis des leviers de diversification avec une activité désormais dédiée aux ventures avec un fonds cantonation qui est dédié aux technologies quantiques, et puis depuis 2019, un pôle immobilier qui s'est structuré autour de Florence et Joseph-Marie, avec pour ambition de financer des résidences de co-living partout en France et en Europe. Le co-living est cette nouvelle thématique immobilière très en vogue, à la croisée du résidentiel et de l'hôtellerie, et qui s'adresse aux jeunes générations d'actifs qui ont des nouveaux codes, des nouveaux usages d'habitation, qui recherchent de la flexibilité et tout un ensemble de services dans des résidences très intégrées. Ça, c'est pour le côté utilisateur. Et côté investisseur, c'est une nouvelle classe d'actifs très attirante et intéressante, notamment parce que dans le contexte qui est le nôtre, cette classe d'actifs a montré sa résilience. Voilà. Donc, on est ravis de vous présenter cette offre aujourd'hui. Et je vais donc, sans plus attendre, laisser la parole à nos deux brillants gérants qui vont vous présenter Audacia Élévation. Oui, bonjour. Donc, Florence Delaferrière, donc une des deux co-gérantes. Donc, j'ai la joie effectivement de vous présenter le nouveau produit co-living, comme vous l'a déjà introduit Charles-Henri. Donc, le co-living, qu'est-ce que c'est? C'est un mode d'habitat partagé qui offre des parties privatives, mais aussi une mutualisation d'espaces communs et de services, et qui est géré par un opérateur spécialisé du co-living. On voit il a également parlé, Charles-Henri, c'était intéressant de voir pourquoi on a choisi cette classe d'actifs-là. C'est parce que ça permet de capitaliser sur les fondamentaux de l'immobilier résidentiel, tout en bénéficiant de la dynamique d'un produit qui est innovant et qui dispose aujourd'hui d'une vraie profondeur de marché. Dans cette slide, on va répondre un peu à la question pourquoi le co-living. On est convaincu que ça répond à une tendance sociologique forte. Face à l'isolement urbain, on constate un réel besoin de socialisation des jeunes actifs qui recherchent à la fois indépendance, mais vie en communauté. Et donc, le co-living permet cette convivialité et ce partage. Il s'adresse à des personnes qui sont en transition de vie personnelle ou en mobilité professionnelle. Le co-living, il permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur qui sont souvent confrontés à une raréfaction de l'offre locative qui est qualitativement médiocre et qui font face à des démarches administratives lourdes. Le parcours client proposé par l'opérateur spécialisé co-living qui se fait tout par digitalisation permet rapidité et flexibilité dans l'accès au logement. Le co-living, il donne aussi accès à des espaces qui sont entièrement meublés, qui sont équipés, décorés avec soin, avec beaucoup de services déjà intégrés comme café coworking, espace de fitness, Wi-Fi, laverie, salle de projection, etc. Dans la slide suivante, on va pouvoir voir l'avantage du co-living par rapport à un logement standard. On voit que sur ces petits schémas, que pour une même superficie, le co-living permet d'optimiser l'espace de vie pour l'utilisateur et aussi de maximiser la densité locative pour le propriétaire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Le locataire il bénéficie pour un moindre budget d'un espace de vie qui est plus confortable et de services dédiés, ainsi que l'accès à une communauté. Le propriétaire, lui, il mutualise son risque locatif et ses charges d'exploitation tout en augmentant ses revenus.
Sur la slide d'après, on voit la décomposition du coût moyen du co-living versus le logement traditionnel. Donc, pour un budget qui est légèrement inférieur, on va avoir un ensemble tout compris, le loyer hors charge, mais également le ménage, l'ameublement, taxes et assurances, Internet, les consommations, les charges de copropriété, etc. Donc, c'est intéressant aussi bien d'un point de vue de l'espace que d'un point de vue financier. Je vais laisser maintenant la parole à Joseph-Marie qui va vous en dire un peu plus sur la structuration du fonds. Donc, on a structuré un fonds, un FCP, pardon, fonds commun de placement qui est soumis au régime des fonds professionnels spécialisés. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les investisseurs sont des investisseurs assimilés professionnels, donc rentrent à partir de souscriptions minimum de 100 000 euros. Ils rentrent donc dans le fonds professionnel spécialisé qui, lui, ensuite, va investir via des SAS dans des actifs immobiliers qui sont exclusivement des résidences de co-living. Alors, petite précision, c'est que ce FPS dédié au co-living est développé en partenariat avec Sharys, qui est donc un des opérateurs de co-living leader du marché. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le fonds professionnel spécialisé va donc rentrer via des SAS dans des résidences de co-living qui seront donc opérées par Sharys. Évidemment, pour chaque acquisition, il y aura un levier bancaire et donc on va sourcer de la dette. Voilà. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'aller chercher le maximum de dette, sachant que globalement, dans les discussions qu'on a actuellement avec les banques, on est sur un ratio à environ de 65-35 pour des taux allant sur à peu près 2,5%. Comme vous pouvez le voir également sur la droite, donc c'est Audacia qui est la société de gestion, comme vous pouvez l'imaginer, du fonds et qui va donc intervenir à la fois comme conseil en investissement pour le fonds professionnel spécialisé et qui va également intervenir comme asset manager, c'est-à-dire comme gérant du fonds pendant toute la vie du fonds, qui va à la fois, donc comme je vous le disais, acquérir les immeubles et puis ensuite gérer toute la relation avec l'opérateur et au bout de plusieurs années, lancer la cession de l'actif. Peut-être qu'on peut passer à la slide d'après en fait, qui présente de façon plus précise ce fonds commun de placement qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, soumis au régime des fonds professionnels spécialisés. Donc les investissements se font comme pour tous les fonds professionnels spécialisés dans des sociétés commerciales, dans des sociétés qui ont une activité commerciale en Europe. Alors nous on est vraiment focus sur la France pour ce premier fonds, puisqu'on va sur le marché qu'on maîtrise le mieux avec Florence. Donc l'idée c'est d'investir dans des résidences qui font entre 2000 et 5000 m², qui sont dans des emplacements urbains, avec un pôle tertiaire important, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Florence, les personnes qui vont résider dans ces actifs, dans ces résidences de co-living, ce sont des actifs, ce n'est pas exclusivement des jeunes actifs, c'est également des actifs en transition, etc., comme Florence vous l'a expliqué. Donc, je vous ai parlé de l'exploitant qui est a priori Sharys. Disons qu'on a un partenariat avec eux, mais c'est un partenariat qui est non exclusif. Donc, on travaille également des résidences actuellement avec d'autres opérateurs. Mais c'est vrai qu'on a ce partenariat avec Sharys qui est très fort parce que ça nous permet évidemment de réagir beaucoup plus vite quand on a des opportunités qui nous sont présentées. Le fonds, comme vous pouvez le voir, la durée de détention, c'est 6 ans. Pourquoi 6 ans? Tout simplement parce que le fonds professionnel spécialisé, comme vous avez peut-être vu dans d'autres véhicules de ce type, a une obligation de rester dans les sociétés dans lesquelles il investit minimum 5 ans. Donc, nous, du coup, c'est 6 ans pour pouvoir anticiper évidemment le temps de cession, d'avoir le temps d'investissement et puis le temps de cession des actifs par la suite. La taille du fonds, c'est 50 millions en incluant la dette. Levier bancaire, on en a parlé, donc supérieur à 50%. Le TRI cible de cette opération, c'est un rendement de 5% par an, qui inclut évidemment ce 5% par an, il est vraiment net de tout. C'est-à-dire que on a vraiment tout pris en compte, à la fois les fees de gestion, les fees versées aux différents conseillers d'investissement, etc.
comme vous pouvez la voir, les frais de gestion incluant tous les frais dont je vous parlais avant sont inclus, et donc ça représente un total de 1,8% par an de l'actif brut. Par ailleurs, je pense que c'est vraiment une caractéristique qui est importante dans ce fonds, c'est que c'est un FCP fiscal, hein, un fonds commun de placement fiscal. Alors pourquoi il est appelé fonds commun de placement fiscal? Tout simplement parce qu'il est transparent fiscalement à partir du moment où les critères d'investissement sont bien respectés. Les deux critères, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois investir dans des sociétés basées en Europe, des sociétés commerciales basées en Europe, et une durée d'investissement de minimum 5 ans. Donc, si on respecte ces obligations, en fait, le détenteur de parts n'est pas taxé sur sa plus-value, à la fois en IR ou en IS s'il investit via sa holding. Alors, il y a d'autres avantages fiscaux également, qui sont l'exonération d'IFI pendant la durée de détention, l'éligibilité au dispositif de 150 BTR, et puis il y a également l'éligibilité PEA, au placement en PEA, placement des actions au PEA PME. Et le ticket moyen, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 100 000 € minimum. Le 5% indiqué, tout en bas là, dans les droits d'entrée, ça ce sont les conseillers en investissement qui peuvent facturer jusqu'à 5%, mais ces 5%, ils sont non acquis au fond. Donc, c'est au conseiller en investissement de fixer avec son client le montant de droit d'entrée. Je vous propose qu'on passe à slide d'après, peut-être pour vous présenter le deal flow. Tout d'abord, pour vous dire qu'on a acquis fin 2019 un immeuble à Vanves qui correspond bien au type d'immeuble qu'on cible, puisqu'il est situé juste à côté de la gare de Clamart. Sans rentrer dans le détail, mais globalement, c'est aujourd'hui une gare qui est très bien reliée à Paris, puisqu'on arrive à Paris en un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Et également, c'est une gare du Grand Paris. Donc, ça veut dire que dans quelques années, la date est fixée à 2023. Mais bon, je préfère dire quelques années, mais globalement, ce sera une gare du Grand Paris. Donc, on sera relié à la Défense, etc. Donc, c'est vraiment un investissement type de ce qu'on fait dans le fonds Audacia Élévation, puisque voilà, à la fois la taille et puis surtout l'endroit où il est implanté correspond bien, vous voyez, dans les autres actifs qui sont identifiés ci-dessous. Nancy, donc c'est un actif qui est en plein centre de la ville de Nancy, à 5 minutes de la place Stanislas. Donc ça répond bien, pareil, aux besoins des actifs, à la fois d'être près de leur bureau par les transports en commun ou à vélo, et puis aussi près d'un endroit vivant. C'est-à-dire qu'un actif, il va forcément, il faut qu'il ait la possibilité de sortir, de trouver un resto facilement. Il faut qu'il ait la possibilité de faire ses courses facilement. Enfin, c'est toutes des choses en fait qui nous paraissent peut-être un peu bateau, mais globalement qui sont importantes dans les actifs qu'on va chercher. On travaille aussi un actif à Courbevoie pour lequel on vient de signer une LOI. Donc, on va avancer du coup dans l'acquisition de cet actif qui est à 2 pas de la gare de Bécon-les-Bruyères, qui sera aussi une gare du Grand Paris, dans un quartier qui est en plein développement, qui est déjà bien avancé, puisqu'il y a déjà du tertiaire, du résidentiel et du commerce, avec un Monoprix, etc. Vous voyez, c'est vraiment des emplacements très, très urbains, et surtout dans les quartiers vivants. On travaille aussi à un sujet à Reims, à côté de la gare TGV. Pareil, dans un quartier assez récent, mais déjà, les bureaux sont déjà implantés, les commerces sont déjà implantés. Nous, on serait un des derniers immeubles à s'implanter. Et enfin, à Strasbourg, idem, nouvelle zone à la frontière entre la France et l'Allemagne. Un très bel actif qui sera intégré dans un programme immobilier complet avec un espace multimédia. Et puis, surtout dans un quartier qui est déjà développé, à la fois au niveau tertiaire, donc il y a des actifs qui travaillent déjà sur place, il y a des commerces, et puis il y a toute une vie, il y a une gare de tramway juste devant l'actif, etc. Donc, vous le voyez vraiment, les actifs qu'on recherche et qu'on travaille actuellement sont vraiment des actifs dont la réversibilité n'est pas approuvée, ce qui est un élément non négligeable. Et c'est vraiment une des forces de ce fonds. C'est qu'à la fois, il a un avantage fiscal. Alors, il y a 3 forces, hein, pour résumer. L'avantage fiscal dont je vous ai parlé, enfin les avantages fiscaux dont je vous ai parlé, le fait que ce soit un produit résidentiel, donc c'est une classe d'actifs de résidentiel, le co-living tel qu'on le développe nous, avec le partenariat avec Sharys, c'est un actif résidentiel, donc avec une bonne réversibilité, puisque si demain le co-living
par malheur ne fonctionnait pas, ce qui irait contre toutes les expériences qui sont réalisées jusqu'à maintenant. Si ça ne fonctionnait pas, on pourrait convertir en logement, et comme on s'implante dans des zones de logement tendues, de résidentiel tendues, on pourra revendre sans aucun problème. Donc au pire, l'investisseur récupérera sa mise sans plus-value. Et en plus de ça, en plus d'être donc résilient, comme du résidentiel, le co-living a l'avantage d'être innovant et donc de répondre, comme vous le disiez tout à l'heure, Florence, à des besoins nouveaux, nouveaux maintenant depuis quelques années, mais auxquels le résidentiel ne savait pas répondre jusqu'à maintenant, comme par exemple le fait d'avoir un logement flexible dans lequel on puisse rester 6 mois, 1 an sans avoir besoin de passer par un plein chez Ikea, sans avoir besoin de passer 3 jours chez soi pour avoir l'ouverture de l'eau, l'ouverture de l'électricité, etc. Et la dernière chose dont je vous ai plusieurs fois parlé, mais c'est le partenariat avec Sharez, qui permet vraiment d'avoir une réponse et une sécurité, une réponse rapide pour sourcer des actifs, et surtout une sécurité pour les investisseurs, parce que le fait d'avoir plusieurs actifs chez un opérateur permet d'avoir une sécurité de gestion, puisqu'on ne représente pas le même poids quand on a une résidence chez un opérateur et quand on en a une dizaine, ce qui sera notre cas dans quelques mois, quelques années. Donc voici pour ce fonds. Je pense que peut-être que Charles-Henri peut préciser les conditions de souscription. Non, mais merci Joseph et merci Florence pour cette présentation synthétique mais claire. Donc effectivement, pour la souscription, et comme c'est le cas d'ailleurs pour toute l'offre Audacia désormais, nous avons mis en place une plateforme 100% dématérialisée qui va vous permettre de faire souscrire vos clients à tout l'ensemble de l'offre. Donc l'ensemble de l'offre, c'est à la fois le volet private equity dont on a pu parler sur les précédentes sessions, avec un FCPR, Audacia Entrepreneuriat Familial, lui aussi très innovant, retail, des holdings Constellation et Audacia PME Croissance sont éligibles à la fois au 150 0 BTR et également à l'IR PME pour Audacia PME Croissance. Et puis également l'offre Cantonation dédiée à ces technologies quantiques qui elles aussi sont très en vogue en ce moment. Eh bien, vous retrouverez l'ensemble de ces produits sur le site internet Audacia, qui vous donnera accès à la plateforme de souscription dédiée, nouvelle technologie qui permet de la souscription jusqu'à la signature, de faire ça de manière dématérialisée avec la signature électronique. Et encore une fois, j'imagine que c'est désormais un biais de souscription que vous connaissez bien, parce que là aussi, c'est très dans la mouvance du moment que de faire souscrire ses clients à distance. Donc voilà, vous y aurez accès et toute l'équipe de Dacia, et en particulier Alexis Drenac et moi-même, se tenons à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'offre. Au sujet de ces questions, dans l'immédiat, on en a quelques-unes qui sont arrivées pendant le webinaire sur Audacia Élévation, donc sur ce fonds dédié au co-living. Le premier, mais je pense qu'on y avait répondu dans les caractéristiques, c'était le ticket d'entrée et les frais de gestion. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Florence ou Joseph pour y répondre et apporter des précisions peut-être sur le calendrier de souscription d'ailleurs, s'il y a un calendrier de souscription précis en fonction des projets. Alors, le ticket moyen, donc, comme je vous disais, c'est donc 100 000 €. Le calendrier de souscription, eh bien, la souscription est ouverte, puisque là, je vous parlais des actifs en fait, du deal flow. Alors, c'est plus que c'est plus que des actifs qu'on étudie, c'est que là, on est en train de finaliser l'acquisition de la résidence de Nancy, comme je vous le disais. Et par ailleurs, on a bien avancé, puisqu'on a une LOI pour Courbevoie, et on devrait signer la promesse dans les semaines qui viennent. Donc, du coup, pour ces deux actifs, on a déjà une partie des fonds. Néanmoins, on continue à lever. Et puis, comme vous avez pu le voir, il y a d'autres actifs également qui sont dans le pipe. Donc, les souscriptions sont ouvertes avec un premier closing dans les semaines qui viennent, d'ici fin octobre, puisqu'on aura ensuite, évidemment, par la suite, des closings tous les 3 mois. Alors, je ne sais plus si vous aviez une autre question sur les frais de gestion. Je crois que tu m'as dit, Charles-Henri, c'est ça? Ouais. Oui, sur les frais de gestion, comme je vous le disais tout à l'heure, ils s'élèvent donc à 1,8% de l'actif brut
par an. Et ces frais de gestion, ils incluent tous les frais tous les frais du fonds. Donc, c'est à la fois, évidemment, les frais du dépositaire, les frais du commissaire aux comptes, les frais juridiques pour les acquisitions, les frais d'asset management, les frais de levée de fonds. Voilà, donc tout est inclus dans ces 1,8% par an. Très bien. Et donc, question, j'allais dire, qui est le corollaire de la précédente, quels sont les frais, en tout cas la rémunération du distributeur? Alors, la rémunération du distributeur, effectivement, je n'ai pas précisé, c'est donc de 5% qui sont étalés sur 5 ans, c'est-à-dire 1% par an. Et plus, alors ça, c'est la partie qui est distribuée par le fonds, enfin distribuée en quelque sorte par le fonds. L'autre aspect dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une sorte de droit d'entrée que le distributeur peut facturer à son client jusqu'à 5% qui sont indiqués au fond. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas du tout par le fonds pour le coup, ces 5% que facture le distributeur ne passent pas du tout par le fonds. Mais ils sont bien précisés dans le prospectus qui peuvent exister. Très clair. Autre point, autre question qui me paraît aussi intéressante, elle concerne, pardonnez-moi, le séquencement de l'investissement. Donc, comment ça se passe dans chaque projet et quelle est en gros la séquence d'investissement entre le moment où on source les deals et le moment où on va les céder? Comment est-ce que ça se passe sur les types d'opérations? Alors, je pense que la première chose à préciser, c'est le type d'opération parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Je voulais être synthétique. Les opérations qu'on cible, donc comme je vous ai dit, c'est des opérations de 2000 à 5000 m². Ce sont des opérations qui sont situées dans des centres urbains, enfin dans des centres-villes tout simplement. Ce sont des terrains à bâtir ou ça peut être, la plupart du temps, ce sont des VFA, c'est-à-dire que c'est des ventes en état de futur achèvement. Donc, nous, on achète une opération qui est réalisée par un promoteur et on devient pleinement propriétaire le jour où la résidence est construite. Néanmoins, pendant la construction, la durée de construction, le promoteur demande des avances de fonds, comme ça se fait de façon très classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, grosso modo, le séquencement est assez simple. Il y a une première étape importante qui est la LOI, qui fait du coup que on obtient l'exclusivité pour négocier l'acquisition. À la suite de la LOI, quelques semaines après, comme je vous le disais, pour Courbevoie, typiquement, on va signer une promesse de vente. Et la promesse de vente sera réitérée lorsque le promoteur aura obtenu le permis de construire. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de prise de risque. Aucun fonds n'est versé tant qu'on n'a pas de permis de construire. Et dès que le permis de construire est achevé, on réitère la promesse, on verse les premiers fonds, la plupart du temps 30%. À l'issue de la construction, on devient pleinement propriétaire. Donc, le Sharys, l'opérateur, un opérateur, en l'occurrence Sharys, puisqu'on a un partenariat avec eux, prend possession des lieux, son bail prend effet et il va exploiter les lieux. L'objectif, en fait, c'est de détenir 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'au bout de 2 ans, on va pouvoir prouver aux futurs investisseurs que le revenu est assis, que tout fonctionne. Et donc, on va pouvoir mettre au bout de 2 ans le bien en cession, en vente, pardon. Et donc, la durée de détention du coût de l'actif, c'est globalement 5 ans. C'est-à-dire 2 ans de construction plus 3 ans d'exercice. Très clair. Et d'ailleurs, alors, je vois 2 autres questions. Il y en a une qui est sans doute liée, c'est celle qui est de dire, oui, à qui comptez-vous revendre à terme? Donc ça, c'est lié. Puis après, il y en aura une plus sur la partie documentation. Alors, le fonds, comme je vous disais tout à l'heure, il a des avantages fiscaux qui sont liés au fait que les opérations sont réalisées en marchand de biens, d'où la durée de détention aussi de 5 ans. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher de la plus-value. Par conséquent, à l'issue de l'investissement, enfin, au bout des 5 ans, l'idée, c'est de vendre à des fonds qui auront plutôt des objectifs patrimoniaux. Et typiquement, on peut imaginer que des institutionnels, justement, seront intéressés par des résidences dont le revenu est assis, le risque est un peu moindre. Et en fait, ils pourront facilement prouver à leurs investisseurs ils pourront facilement prouver à leur comité plutôt que le rendement fonctionne bien. Très clair. Merci Joseph. Alors, je vois une autre question. Là, celle-ci, je pourrais répondre puisque c'est disposez-vous
des documents DIC, marché cible, les fichiers EMT, etc. Eh bien, je réponds qu'effectivement, nous les avons. Alors, tous les documents standards sont à disposition sur le site internet de Dacia dans la partie produits. Et concernant les documents un peu plus spécifiques, nous serons ravis de vous les transmettre par email. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis et écoutés pendant ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire ainsi que tous les autres seront consultables en replay. Vous pourrez retrouver ainsi comme ça la présentation de toute l'offre Audacia. Et concernant les différents produits qu'on vous a présentés, encore une fois, Alexis Drenac et moi-même sommes à votre disposition pour vous répondre, et également toute l'équipe de gérants qui sont succédés lors de ces webinaires pour, si vous le souhaitez, organiser des rendez-vous ou des conférences téléphoniques ou des webinaires dédiés si vous avez besoin de le faire pour vos clients en particulier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt avec Audacia. Au revoir.